Mesdames et messieurs, au nom des membres de la SBL Sound Trumpet Belgium, organisateurs de cette rencontre, nous vous remercions de votre présence. Moi, à titre personnel, je remercie les organisateurs de m'avoir choisi comme modératrice. Cet événement a pour but de permettre aux professionnels de la santé issus de la diaspora congolaise de comprendre les enjeux de la problématique des soins de santé en RDC en général et en particulier la problématique des femmes victimes de viols à l'est de la RDC, de trouver des pistes et des moyens de s'impliquer en prenant comme référence l'œuvre de notre illustre compatriote, le professeur, docteur, pasteur Denis Mukwege. Nous allons l'écouter, le rencontrer, en profiter pour l'honorer pour l'étendue de son action qui a largement dépassé le seul domaine médical pour viser une prise en charge plus globale, c'est-à-dire psychosociale, économique, juridique, mais aussi politique, par la dénonciation des faits, des coupables et des causes de tout ce drame. Je ne suis pas digne pour le présenter, de toute façon il ne m'a pas été demandé de le faire, et je défie quiconque qui pourrait le faire de façon exhaustive. Je vais juste dire, pour ceux qui ne connaissent pas, en plus de son parcours scientifique propre, il est bardé de prix distinctifs et honorifiques, dont le prix Nobel de la paix obtenu en 2018. Il est chargé de reconnaissances et de distinctions académiques. Tous veulent s'impliquer, s'afficher à ses côtés, le monde politique, le monde associatif, le monde culturel, les médias. 2 films à son actif, à ma connaissance, dont un qui lui a trouvé son surnom, l'homme qui répare les femmes. Il est reçu par les grands de ce monde. Les cours et les palais les plus prestigieux lui sont ouverts. Les plus discrets, curieusement, restent les Congolais eux-mêmes. D'où l'importance de ce genre d'événement, que nous espérons n'est que le début d'une grande prise de conscience qui aboutira peut-être à une mobilisation incomparable de la diaspora congolaise, particulièrement des professionnels de la santé. Sans plus tarder, j'aimerais inviter le premier intervenant. Oui, nous allons accueillir d'abord, excusez-moi, le professeur Mukwege. Je vous demande d'applaudir. Je voulais juste demander aux intervenants de strictement respecter le temps imparti. Vous vous êtes rendu compte qu'on n'est pas très en avance, et si on veut vraiment profiter de ce que va nous dire le professeur Mukwege, veuillons respecter le temps imparti. Sans plus tarder, je vais inviter le premier intervenant, M. Valentin Luampango, président de la BIOC, l'Association belge des infirmiers d'origine congolaise. Bonjour à tous. Comme vient de le dire Dr Kiakanda, la modératrice de la journée,
je m'appelle Valentin Yampango, je suis le président de l'association des infirmiers d'origine congolaise, en sigle ABIOC. Je voudrais insister de prime abord que l'association regroupe tous les professionnels de la santé d'origine congolaise et pas uniquement les infirmiers qui n'en sont que des initiateurs. Notre profession étant une profession qui exige un travail en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire logo, kiné, ergo et aide-soignant. Cher docteur Mukwege, partout où vous passez à travers le monde, en dénonçant les atrocités que subissent nos mamans, nos sœurs, nos filles à l'est de la RDC, vous ne cessez de dire que votre pays, notre pays, la RDC, est un beau pays et un pays merveilleux. Que celui-ci regorge en potentiel humain énorme des femmes et des hommes ayant des capacités pour réaliser de grandes choses. Pourtant, il leur manque un leadership qui pourra encadrer la redistribution et encadrer ces ressources. La diaspora congolaise en Belgique est le mieux représentée dans le secteur de la santé parmi tous les autres pays d'Afrique subsaharienne. D'où cette initiative des infirmiers d'origine congolaise de se constituer en association pour unifier leurs voix afin de renforcer leur leadership. Notre association ABIOC a pour objectif, à court terme, de permettre la rencontre et les échanges solidaires entre les Congolais et les amis du Congo. 2. Contribuer à la santé des populations, particulièrement au sein de la communauté congolaise, tant au Congo qu'ici en Belgique. D'où cette sensibilisation que nous allons débuter le 21 avril 2019 sur l'hypertension artérielle et le diabétique. 3. Aider à l'intégration de nos membres dans la vie socio-professionnelle et culturelle belge. 4. Porter assistance et encadrement aux étudiants d'origine congolaise dans les filières relatives au domaine de la santé. Et 5. Représenter et défendre les intérêts des infirmiers et soignants d'origine congolaise ici en Belgique. Nos objectifs à moyen et long terme sont 1. Influencer les politiques publiques relatives à la santé. 2. Stimuler le développement des projets de santé en Afrique subsaharienne et en particulier en République démocratique du Congo. 3. Susciter et encourager toutes les initiatives d'investissement dans le domaine de la santé en direction de la République démocratique du Congo. Et si vous me le permettez, cher docteur Mukwege, notre intérêt majeur est de créer un partenariat solide entre notre association ABIOC et la Fondation Panzi et l'hôpital de Panzi avec un suivi régulier. Cher docteur, votre présence parmi nous en ce jour est un immense honneur que vous nous faites et nous vous en remercions infiniment. Nous voulons également remercier l'association Centre de Trompette Belgium qui nous a permis de collaborer à l'organisation de cette journée. Merci Zaïna.
Un grand merci également au comité de soutien officiel du Dr Mukwege. Merci Elena. Aux autres associations qui ont pris part à cette organisation, je dis merci et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir respecté le temps. Oui. Ben, je vais inviter le deuxième intervenant, en l'occurrence une intervenante, Madame Kaboulana. Pharmacienne. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, notre technicien c'est Kaboulana avec un U et Silidi, donc je suis vraiment ravie. Je remercie encore Zaina pour cette occasion, de cet honneur vraiment de pouvoir parler devant vous tous, de parler devant le docteur Mukwege, que j'ai envie de dire Papa Denis Mukwege, parce que c'est un papa tout d'abord, et puis notre pasteur, notre frère, et puis ce grand docteur finalement. Donc voilà, moi c'est Kaboulana Lydie Okenge, donc je suis mariée, j'ai 3 enfants, et ça fait 10 ans que j'exerce le métier de pharmacien, et j'ai pu observer pas mal de choses qui des fois me réjouissent, mais beaucoup de choses qui me révoltent également. Et depuis 1 an, je suis titulaire de la pharmacie Les Trois Filles qui est située à Schaerbeek. Et je vois aussi comment on peut gérer, comment est-ce que nous, enfants nés au Congo mais ayant grandi ici et étudiés ici, on peut devenir, je vais mettre entre guillemets, quelqu'un. Voilà. Et certaines questions par rapport à mon pays, le Congo, je me pose souvent ces questions. J'ai parlé de ça tout à l'heure au docteur. Une de mes principales questions, c'est comment font-ils pour soigner les gens avec si peu de matériel? Parce que des fois, même une simple seringue est un problème, alors qu'ici, on n'y pense même pas. C'est tellement banal, n'importe qui peut s'en procurer. Et je lui ai posé cette question, il m'a dit c'est bien réel, c'est vrai, la réalité au Congo, ça dépasse l'imagination. Mais c'est une question qui me tient vraiment à cœur. À plusieurs reprises, j'ai pris contact avec des sociétés au Congo pour essayer de faire un partenariat, envoyer des médicaments, leur produire des matières premières, mais il y a eu toujours 2 obstacles. Donc, premier obstacle, c'est vraiment d'avoir des personnes compétentes de l'autre côté. C'est-à-dire que lorsque je parle à un pharmacien, j'aimerais recevoir un retour de quelqu'un de scientifique. Souvent là, il y a une grande différence entre le métier ici en Europe et la distribution, je dis bien, du médicament au Congo, qui n'est pas forcément assuré par les pharmaciens. Ça, c'est un premier souci. Et ensuite, on a tout ce qui est blocage, je vais mettre le mot aussi entre parenthèses, des autorités. Donc, à partir du moment où un Congolais veut s'investir pour le Congo, je ne comprends pas pourquoi c'est plus difficile que lorsque, pour ne pas citer encore, un Chinois veut le faire. Voilà. Donc, ça reste vraiment des questions qui me... Ça reste des questions qui me tiennent fortement à cœur. Et si on avait cette ouverture, oui, je pense que nous, on pourrait vraiment faire des choses beaucoup plus vastes que ce qu'on est en train de faire maintenant. Entre autres, ce que je fais pour aider au maximum notre pays, c'est déjà envoyer des médicaments. Il y a eu toute une période où il y a eu la guerre, on a eu des appels pour donner les premiers soins, les premiers secours, des seringues, des pansements, des antiseptiques, toutes sortes de choses. Nous avons fait des colis et j'ai mon oncle qui est médecin également au Congo, qui des fois me demande du matériel et c'est là que je me dis comment faire pour que cela ne soit plus des choses qu'il faut rechercher à un prix incroyable. Comment faire pour que le Congo ait un grossiste et un répartiteur qui puisse distribuer ces choses, puisse donner aux gens. Ici, les gens vont à l'hôpital. J'ai jamais vu quelqu'un qui va avec sa seringue à l'hôpital ou sa poche pour être perfusé. C'est inimaginable, mais dans notre pays, ça se fait. Donc, si je peux être une actrice de ce changement-là, oui, Dr Mukwege, je suis là à la pharmacie Les Trois Filles.
voudrait vraiment faire un partenariat, être présent dans le changement. Et je pense que nous, cette nouvelle génération de nouveaux jeunes qui ont une nouvelle manière de penser, qui ne veut plus être en lutte congolais contre congolais, mais qui veut aller de l'avant, nous sommes debout. Pour clôturer, je vais vraiment remercier toute l'équipe. Un grand merci à Zaina. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Lydie d'avoir respecté le temps, mais en fait c'est ça le désir de tout le monde, c'est de devenir acteur, mais ce qui a manqué c'est l'axe sur lequel les gens voudraient s'appuyer, ces petites aides ponctuelles ne remplissent pas leur rôle et ça nous laisse nous aussi de ce côté, on a l'impression que l'on fait trop peu. Et on voudrait vraiment formaliser les choses, si j'ai bien compris, le cri de ton cœur. Le troisième intervenant, c'est le docteur Mulumba Lukusa Mike. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, c'est avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de cette conférence, particulièrement Yazaina, de m'accorder l'opportunité de m'exprimer en ce jour qui célèbre pour le Congo l'espoir, mais aussi pour l'humanité entière. Comme beaucoup d'entre vous, en tant que fils du Congo, j'ai été très fier d'apprendre l'attribution du prix Nobel de la paix à un de nos aînés, le Dr Mukwege, pour son travail en faveur de femmes, enfants, hommes et familles qui souffrent dans notre pays. Le rencontrer et même partager cette plateforme avec lui maintenant est à la fois une surprise et un honneur pour moi. Mais plus que la personne, c'est surtout le travail accompli qui m'impressionne et qui m'interpelle. Savoir que dans ce monde, certains ont choisi, au péril de leur vie, de se battre pour la lumière, réveille en moi un encouragement certain. On évalue parfois mieux la valeur d'une action en mesurant l'impact de ses répercussions dans le temps. Et bien que le projet ambitieux du Dr Mukwege suscite déjà admiration et respect, je suis convaincu que les conséquences à long terme porteront des fruits encore plus grands. Il m'a été demandé d'intervenir aujourd'hui en tant que jeune médecin belge issu de la diaspora congolaise et d'apporter mon regard et mes idées de contribution autour du travail amorcé par le Dr Mukwege. Alors sans aucunement chercher à attirer les projecteurs sur moi, j'ai pensé que vous livrer quelques détails personnels vous aiderait à mieux illustrer mon propos. Je m'appelle Mike Mulumba Lukusa, je suis né à Kinshasa dans les années 80. Je suis arrivé en Belgique à l'âge de 2 ans avec mes parents. J'ai grandi en Belgique, j'ai étudié en Belgique et j'ai décroché un diplôme de médecin à l'Université libre de Bruxelles. C'était le souhait de mes parents de voir leurs enfants prospérer, réussir, étudier et finalement faire un trou dans la société. Lors de mon parcours académique, pendant mes stages, il y a une question qu'on m'a souvent posée. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent encore. On me demande « Quand est-ce que vous rentrez dans votre pays ?» Et je vous laisse deviner les motivations diverses derrière cette question. Mais j'avais déjà une réponse toute préparée et je disais « Mon pays, c'est ici ». Ce qui provoquait toujours un peu de gêne, un peu d'étonnement face à l'interlocuteur.
Mais mine de rien, cette question réveillait quand même en moi une émotion et un sentiment, et me rappelait la motivation première pour laquelle j'avais voulu être médecin, c'était pour le fait d'aider les gens. Et particulièrement aider les gens au Congo. Avec le temps, c'est comme si cette motivation s'était un peu amenuisée. C'est comme si le désir de vouloir s'installer, de vouloir percer, de vouloir réussir, de vouloir être quelqu'un avait pris un peu le pas. Et je voudrais utiliser cette plateforme que j'ai, ces quelques minutes que j'ai, pour m'adresser particulièrement aux Congolais issus de la diaspora, comme on nous appelle, qui sont belges, mais qui sont aussi congolais. Je voudrais vous rappeler, je voudrais nous rappeler que même si on a une nationalité, nous avons deux pays. On peut agir ici en Belgique, on peut faire du bien ici en Belgique, mais si personne ne s'occupe du Congo, qui va le faire? C'est notre responsabilité à nous de le faire. Chacun avec ses moyens, ses compétences, chacun avec son temps, mais si personne ne le fait, personne ne le fera. Et je pense que ça ne sert à rien d'attendre un sauveur de l'extérieur ou des sauveurs de l'extérieur alors que nous avons la solution entre nos mains. Et donc, que notre illustre aîné ici présent puisse être pour nous une source de motivation. Regardons ce qu'il a fait avec les moyens qu'il avait. Regardons les moyens que nous avons. Nous avons besoin de nous organiser, nous avons besoin de nous fédérer. Et je lance un appel à nous tous. Je me mets dans cet appel aussi. Nous avons besoin de faire quelque chose pour le Congo. Et nous avons besoin de faire quelque chose de concret. Parce que nous sommes souvent les spécialistes des idées et de projets, des débats. Mais nous avons besoin d'action. Je pense que le temps de discuter est terminé. Il faut maintenant agir. Alors je me tiens à votre disposition, avec les moyens que j'ai, que ceux qui le souhaitent puissent me contacter afin qu'on démarre vraiment quelque chose pour le Congo. Merci Mike, je me rends compte que je le connais. Mais non, irritant. Professeur, le moment tant attendu. Je vous demande de l'applaudir au moment où... Chers collègues, chères collaboratrices, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que j'ai pu suivre les interventions de ceux qui m'ont précédé. Et en fait, je pense que lorsqu'on mène ce type de réflexion, on n'est pas loin de commencer à trouver des pistes, des solutions. Aujourd'hui, je voulais spécialement partager avec vous le modèle des soins que nous appliquons à Panzi et que nous appelons le modèle de prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles en One Stop Center. En fait, ce modèle, nous avons pu le mettre en place sur environ 20 ans d'expérience. Je voulais vraiment partager avec vous, parce que je crois que par vos discours, je commençais déjà à me poser des questions, en me disant, voilà, il y a un potentiel énorme ici de pouvoir répondre
à certains problèmes qui se posent dans notre pays. Mais avant qu'on parle de ces modèles, je voudrais d'abord vous présenter le modèle des systèmes de soins de santé primaire en République démocratique du Congo, qui est un système pyramidal, avec donc à la base des structures opérationnelles qui comprennent souvent la zone de santé avec les hôpitaux généraux de référence et les centres de santé. Les systèmes intermédiaires, donc c'est là où nous avons aujourd'hui l'inspection provinciale, division et le central, où en fait toutes les décisions, les orientations sont prises. Et ces systèmes, j'ai visité beaucoup de pays, je crois que nous avions un modèle, j'ai peur d'utiliser l'expression de mon jeune confrère Mike qui dit que nous parlons beaucoup et nous faisons peu. Je crois que nous avons des très très bonnes idées, c'est vrai, mais parfois nous lâchons la prise. Et ces modèles de soins de santé primaire en République démocratique du Congo, c'est un modèle qui fonctionnait. C'est un modèle qui, à cause du fait qu'il était solide, je crois que tout a été détruit. Dans nos villages, il n'y a plus la police, il n'y a plus toutes les structures d'état civil, ça n'existe plus. Mais dans chaque village, vous pouvez trouver, même en paille, on vous dit ça, c'est un centre de santé. Ça, je pense que ça devrait tout simplement nous faire réfléchir comment ce potentiel que nous avons en termes de structures, comment nous pouvons le faire. Au niveau des centres de santé, il y a un paquet minimum d'activités, de prestations de soins de santé primaires, et où on limite en fait les équipes au niveau des centres de santé de ne pas faire plus que leurs compétences. Et il y a un paquet complémentaire d'activités qu'on va trouver au niveau du centre de référence ou l'hôpital général de référence. Ces activités, souvent, en fait, au niveau des centres de santé, on a des activités préventives, habituelles, curatives, et puis on a quelques activités promotionnelles. Vous êtes tous professionnels de santé, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faudrait tout simplement savoir que c'est ce qui est prévu dans notre organisation de soins de santé primaire, et que parfois il y a du matériel qui manque, comme on vient de le dire. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais souvent on a beaucoup de difficultés, par exemple, pour avoir des intrants pour le planning familial, même si nous avons prévu des activités promotionnelles. Nous avons beaucoup de problèmes pour avoir des médicaments, du matériel, mais ces centres existent et essayent de fonctionner avec leurs moyens en demandant aux malades de pouvoir payer, mais vous comprenez que c'est très très difficile pour les malades qui n'ont pas plus de $2 par jour pour vivre, de pouvoir faire face aux soins de santé primaire. Il faut toujours se dire, puisque parfois je suis en contradiction avec les ONG qui disent voilà, il faut réduire le prix puisque la population ne peut pas. Mais si on réduit le prix et qu'il n'y a personne qui paye, nous payons nos médicaments ici en Belgique, nous payons nos médicaments en Hollande. Donc, ce n'est pas que nous avons des médicaments en fait de bas prix, puisque ça va aller chez des personnes qui n'ont pas de moyens. Nous prenons le même médicament que les médicaments que vous prenez en Belgique ou en Europe. Mais le grand problème, c'est qu'ici, vous avez des systèmes d'assurance, vous avez des prises en charge
sociales qui permettent à ce que les gens accèdent. Lorsque ça n'existe pas, les soins de santé deviennent trop chers et donc inaccessibles pour la grande partie de la population. Au niveau des soins de santé donc de l'hôpital général de référence, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, vous avez donc la partie aussi curative qui comprend donc souvent, on organise donc la médecine interne, la pédiatrie, chirurgie et la gynéco-obstétrique. Et sur donc le soin préventif, comme vous pouvez le voir, ce sont des soins préventifs habituels, des promotionnels, mais également on a des hôpitaux qui ont des centres de réhabilitation et de physiothérapie. Mais ce que je voulais surtout, en vous montrant ces tableaux, ce que je voulais que vous puissiez fixer, c'est que dans notre structure, il n'y a pas la santé mentale et la prise en charge des victimes de violences sexuelles. C'est pas compris dans notre système de soins de santé primaire. Et lorsqu'on ne s'occupe pas de la santé mentale dans un pays où il y a eu plus de 6 millions de morts, où il y a plus de 4 millions de déplacés internes, des milliers de parents qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, qui ont péri dans la mer, qui périssent dans les déserts, dans un pays où les femmes n'ont pas la protection, les enfants ne sont pas protégés, et où le viol a été utilisé comme une arme de guerre, le traumatisme est profond dans cette population. Et donc, ne pas tenir compte de la santé mentale, il y a quelque chose qui manque, et pas de moindre, puisque c'est seulement lorsqu'on a une bonne santé mentale qu'on peut songer au reste. Et à l'hôpital des Panzi, nous avions commencé comme un hôpital général de référence, le modèle donc, qui est de notre pays, avec des activités d'un hôpital général de référence. Nous avions commencé la prise en charge des victimes de violences sexuelles et jusqu'aujourd'hui, nous nous battons pour intégrer la santé mentale. Et nous allons en parler pour vous montrer quelles sont les propositions faites pour permettre à ce que la santé mentale et la prise en charge des victimes de violences sexuelles deviennent effectives dans la prise en charge des malades en République démocratique du Congo. À l'hôpital de Panzi, cet hôpital avait été créé en 1999. J'ai beaucoup aimé ce que disait Mike, puisque nous recevons tous ce type de questions. Je pense qu'au lieu que ces questions puissent nous révolter, elles devraient nous questionner. Et je pense que j'ai été étudiant à Angers, en France. C'est vrai que j'ai trouvé, comme j'avais déjà travaillé au pays avant, et j'ai trouvé que dans les services où j'étais, c'était un service de gynéco-obstétrique, mais pratiquement, chaque médecin avait une petite parcelle de travail qu'il devait faire, alors que moi, je savais que dans ma ville, 1 million d'habitants, il n'y a pas de gynécologue obstétricien. Et nous, on était dans les services, une vingtaine. Parfois, vraiment, c'est passer les malades, puisque, bon, ça, je crois que l'autre peut le faire, etc. À un moment,
il faut se questionner. Donc on vous pose la question, quand est-ce que vous allez retourner chez vous? Posez-vous aussi la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que vraiment je suis là où je devrais être? Est-ce que c'est ici où on a le plus besoin de moi? Et je pense que si on se questionne comme ça, on peut faire progresser les choses autrement. Et c'est vrai que quand j'avais pris la décision, ce n'est pas une décision facile de quitter un pays avec la sécurité, un pays où vous sentez que vous pouvez vous projeter dans le futur, un pays où vous avez des enfants. Mike l'a très bien dit, c'est notre rêve à nous tous de donner un avenir à nos enfants. Quitter ce pays pour aller dans un pays où vous n'avez jamais une nouvelle qui vous réchauffe le cœur. Tout ce que vous entendez de ces pays, c'est le chaos, c'est le désordre. Malheureusement, c'est votre pays. Ça vous colle. Voilà. Je voulais vous dire ou pas, c'est votre pays. Et donc, parfois il faut oser. En 1999, alors qu'on venait de détruire l'hôpital de Lemera, où, après avoir eu mon diplôme de gynécologue obstétricien, je suis parti, puisque c'est là où j'étais choqué pour la première fois, où je voyais des femmes mourir, même deux par jour. On les amène sur le brancard, elle a saigné, c'est trop tard, où elle arrive, vous essayez de réanimer, mais comme on le disait, il n'y a pas de cathéter, il n'y a pas de trousse de transfusion. Non, il est des groupes au registre négatif, donc il faut aller courir dans le village pour chercher qui est chaotique. C'est vrai que moi je m'étais dit, mais c'est là où je vais retourner, puisque je pense que c'est là où on a besoin de moi. Pas au CHU d'Angers, c'est là où on a besoin de moi. Malheureusement, ces rêves, en 1996, ces rêves avaient été tout simplement, brutalement brisés par la guerre, puisque je l'avais déjà dit dans d'autres occasions, perdre ces malades comme médecin. Vous avez la responsabilité des malades, vous vous battez, vous ne dormez pas, vous êtes chirurgien, vous avez fait une intervention difficile, vous le savez, vous n'arrivez pas à dormir, vous appelez 10 fois l'infirmière pour savoir si la sonde ne bouge pas, et qu'on vienne tirer à bout portant sur le malade. Vous comprenez la douleur que ça fait. Moi, ça m'a pris 2 ans avant que je me remette pour commencer encore à travailler. Et donc, quand j'avais décidé de reprendre, j'avais décidé aussi de quitter cet endroit qui était devenu dangereux. Je me suis installé à Bukavu et j'avais commencé d'abord dans 2 tentes. Une tente qui devrait me servir de salle d'accouchement, une autre tente pour le bloc opératoire faire des césariennes. Rebolote en 1998, la guerre recommence, on pille tout, on brûle tout. Donc, deuxième échec. Là, je n'avais pas perdu le genre, donc c'était beaucoup plus facile à répondre. En 1999, le 1er septembre, je recommence pas dans des tentes, mais je réhabilite deux bâtiments qui appartenaient à l'armée. Et là, je commence. Le but, c'est lutter contre la mortalité maternelle. Le Congo a une mortalité maternelle infantile parmi les plus fortes de la planète. Avec l'Afghanistan, je crois que nous caracolions au sommet de ceux qui ont une mortalité maternelle la plus élevée. Selon les statistiques, on nous dit 7 femmes sur 1000 meurent lors de l'accouchement. Moi, je dois dire que lorsque vous n'avez pas de statistiques à Kokole ou à Boudjala, comment vous pouvez parler de ça? Là, c'est ce que nous connaissons. Mais ça doit être plus que ça.
Mais notre objectif, c'était ça. Comment lutter contre la mortalité maternelle. À ces problèmes qui existent déjà dans notre société, nous allons être confrontés au deuxième problème, les jours où nous installons le petit équipement que nous avions pour faire la césarienne. C'est une dame qui vient avec des blessures graves après avoir été violée, son appareil génital complètement détruit. Et nous pensons que c'est en fait un malade mental qui a fait ça. Donc ça ne pouvait être que très très passager. Mais en 2018, à la fin de l'année passée, on avait déjà soigné 54 471 victimes de violences sexuelles. Et donc, je vous passe de toute l'histoire, mais le 1er septembre, je me rappelle très bien de la première dame que j'avais soignée. Je ne pouvais pas croire que ma vie était en train de basculer, à faire tout à fait autre chose. Mais également, pour ne pas faire la discrimination, nous opérons également toutes les femmes qui ont des fistules vésico-vaginales, donc une communication entre la vessie et la vessie et le vagin, ou le rectum et le vagin. Nous les faisons aussi dans les mêmes conditions, ça veut dire gratuitement, nous les prenons en charge, puisque c'est une maladie handicapante qui fait tout simplement que les femmes sont exclues de leur société. Ça arrive souvent à des femmes très jeunes, au premier accouchement, et il y a toujours, lorsqu'on cherche l'étiologie, ce n'est pas toujours clair de distinguer l'étiologie obstétricale, celle que nous retenons, puisqu'en fait, c'est à cause de cette compression, nécrose, chute des scars, avec donc création d'une communication entre deux organes, qu'elles arrivent à faire ces fistules. Mais en réalité, ça part toujours par quelqu'un qui la viole. Et quand ils arrivent à l'hôpital, elles ne voient pas tout le reste, que si j'avais un bon médecin, une bonne chirurgie, je n'aurais pas pu faire cette fistule. Elles disent tout simplement, vous m'avez violé, et puis voilà, j'ai une fistule. Mais nous avons trouvé que c'était facile pour elles, au lieu de les discriminer pour la deuxième fois, et leur dire, vous n'avez pas été violé, donc on ne peut pas, ce n'est pas à cause du viol que vous avez la fistule. Je ne sais pas si vous me saisissez. Sur le plan étiologique, nous ne les mettons pas parmi les victimes de violences sexuelles, mais des fistules obstétricales. Mais nous prenons aussi parmi ces femmes des femmes qui ont des prolapsus. Et ça, je crois que c'est au Congo où je vis des femmes très très jeunes avec des prolapsus. Mais vous pouvez comprendre, même avant d'accoucher, mais ça peut s'expliquer quand vous voyez que même dans des villes aujourd'hui, les filles, dès qu'elles ont 5 ans, vous les trouvez avec des bidons de 10 litres pour aller chercher de l'eau. Eh bien, le plancher pelvien, à un moment, cède. Et donc, il y a cette prolapsus. Donc, vous voyez, il y a pas mal de problèmes auxquels les femmes sont confrontées, en dehors même de la violence sexuelle. Là, nous parlons des accouchements compliqués qui finissent par la mort, des accouchements compliqués qui se terminent par des fistules, même s'il y a des fistules dues au viol seulement, mais la grande partie, c'est à cause des accouchements. Et en fait, tous ces travaux domestiques très, très épuisants que les enfants doivent faire très tôt, avec des conséquences sur leur plancher pelvien, qui entraînent tout simplement que nous puissions les prendre en charge. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler des femmes victimes de violences sexuelles que nous prenons en charge à l'hôpital, donc des Panzi, après vous avoir brossé un tout petit peu le contexte des hôpitaux chez nous et du système de soins de santé primaire. Ces femmes qui arrivent, souvent,
elles ont été victimes de viols, mais ce sont des viols qui sont méthodiques. Ça veut dire que vous avez vu sur les réseaux sociaux des gens qui faisaient circuler, ça je pense qu'il ne faut pas les considérer comme un fait du hasard, qu'on viole des femmes en public et il y a des gens qui filment et qui mettent sur les réseaux sociaux. C'est une façon de traumatiser qui est tout à fait certaine. Et je crois que ces pratiques, ces fonds où les femmes sont violées en présence de tout le monde, pour les humilier, pour arracher à la femme ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire sa dignité. Et ces viols sont collectifs. Les femmes sont violées pas par une personne, mais par plusieurs personnes à la fois. J'ai vu des photos où, très récemment, les femmes, on les déshabille en public. Je crois que c'est une méthode de violence qui fait que la femme perd toute sa dignité et toute la considération sociale qu'elle a. Mais en dehors de violer, nous faisons toujours face à ces femmes qui ont été torturées. Et en fait, beaucoup subissent l'esclavage sexuel. Ces tortures, souvent, sont des signatures que les bourreaux mettent sur le corps des femmes, à tel point que vous pouvez voir des lésions et vous pouvez presque les cartographier. Ces viols sont massifs, puisque lorsque vous violez une femme, mais en présence de toute une communauté, cette femme va avoir des traumatismes physiques, psychologiques, certes, mais toute la communauté est traumatisée. Et donc, il y a des victimes, la victime indirecte, mais autour de cette victime directe, il y a toutes les victimes indirectes. Donc, ça amplifie l'effet de ces viols qui se commettent en public. Et vous imaginez, nous avions été parfois appelés, et on trouve dans un village, 200 femmes ont été violées. Dans une nuit. Est-ce qu'on peut s'imaginer une seule seconde que 200 femmes peuvent être violées dans un village, dans une nuit, sans qu'il y ait une planification derrière? Il y a absolument une planification pour pouvoir le faire sur un si grand nombre. Ces viols sont systématiques, car ne tiennent pas compte de l'âge. On a vu des femmes âgées de 80 ans, tout comme les bébés de moins de 5 ans. Je crois que la dernière que j'avais soignée, la dernière que j'ai soignée avant même de venir, elle avait seulement 7 mois. Donc je ne vous parle pas de l'histoire, je vous parle de ce qui est en train de se passer en République démocratique aujourd'hui. Pourquoi ces viols? Puisque la grande question qu'on peut se poser, pourquoi ces viols?